Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous restons sur notre premier sujet, République démocratique du Congo. La conférence épiscopale évoque des irrégularités susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats. Après cela, nous parlerons du Burkina, mais bien avant, Eric avait posé certaines questions avant qu'on aille à la pause. Ashraf, vos réponses. Oui, il me posait la question de savoir, c'est-à-dire par rapport à la prorogation du délai du vote. Moi, je crois que à chaque organisation, disons, à chaque début d'un processus électoral, là, c'est nous l'organe chargé d'organiser des élections a toujours une feuille de route. Voilà. Dans le cas du Togo, par exemple, vous avez la feuille de route qui donne pas le gouvernement, mais un conseil des ministres, on donne des directives à la CENI sur l'organisation des élections. Et donc, le déploiement, par exemple, de la logistique appartient à qui? C'est la CENI qui doit faire l'effort de déployer la logistique pour que les citoyens puissent quand même voter dans les règles de l'art. Dans le cas d'espèce, on constate que la CENI au Congo a fait preuve de légèreté, je suis désolé, et qui n'ont pas déployé la logistique sur l'ensemble du territoire. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas trouver des excuses. On ne peut pas trouver des excuses. Moi, je pense... Vous auriez aimé qu'on n'organise pas le vote dans les zones où on n'a pas pu voter le 20? Non, mais j'aurais bien aimé que la CENI motive, c'est-à-dire sa décision de proroger. C'est la motivation, la raison. Non, c'est-à-dire la motivation, effectivement. Oui. C'est que le vote n'a pas eu lieu le 20 dans certaines localités, et donc elle donne la possibilité à ces localités de voter le 21. Oui, effectivement. Non, de donner le 21, non. J'aurais bien aimé, c'est-à-dire que la CENI devrait motiver en donnant les raisons légitimes pour lesquelles le vote n'a pas eu lieu dans ces zones-là. C'est-à-dire que on a une manière de le dire, c'est-à-dire que la CENI n'engage pas sa responsabilité. Pour moi, elle est fautive. C'est-à-dire qu'elle a une feuille de route, elle a un cahier de charges à respecter. Et je crois qu'elle a fait preuve de légèreté dans l'organisation des élections. Maintenant, comme je l'ai dit, les partis d'opposition aujourd'hui disposent tous les preuves matérielles aujourd'hui pour contester les résultats devant la Cour constitutionnelle. Maintenant, il leur appartient, durant le contentieux électoral, d'user les arguments qu'ils disposent effectivement pour avoir raison devant le juge constitutionnel congolais. Merci beaucoup. Louis, vous vouliez dire quelque chose aussi? Ce que dit Achab, je pense que je vais bonifier sa réponse ou bien sa réaction. Ce qu'il dit, je pense que juridiquement, ça ne tient pas. Parce qu'après tout, les élections se sont étalées sur 4 ou 5 jours. Maintenant, ce qu'on reproche peut-être à la CENI, on peut pas quand même reprocher à la CENI d'avoir prolongé cette élection. On peut prolonger parce qu'on veut donner la chance à tout le monde, en fait, d'accomplir son devoir civique, en fait. Maintenant, au-delà de ça, on a remarqué qu'au moment où les élections se déroulaient, la CENI donnait des tendances. Et comprenez que ça peut influencer, en fait, le vote, en fait, pour celui qui a voté. Ça fait partie des choses qu'on dénonce. Oui, ça fait partie justement des choses qu'on dénonce. C'est pour cela que je dis que juridiquement ou bien constitutionnellement, ça ne tient pas. Parce que la loi ou bien le code électoral congolais ne le reconnaît pas. C'est-à-dire que c'est juste... C'est-à-dire là, vous rejoignez la position d'Achraf. Je rejoins sa position. Okay. Maintenant, au-delà, on a dit que l'opposition dit que il y a on a trouvé des machines à voter chez des candidats qui sont acquis, en fait, à la cour du pouvoir. Donc, c'est des choses en réalité qui aujourd'hui ne polient pas trop en fait le déroulement de ce scrutin. Et quand vous voulez organiser un scrutin de telle envergure, 4 scrutins en un seul, c'est énorme et je pense qu'on doit mettre les moyens à sa disposition. Que la RDC oui, mais c'est vrai qu'on l'a dit qu'on parle souvent de la forte densité de RDC. On dit que c'est un pays qui fait plus de 80, plus que la Belgique et 4 fois la France. Mais je pense que quand vous voulez justement vous embarquer dans une telle posture, dans une telle politique, vous devez également vous donner les moyens. Et donc c'est à cela aujourd'hui, c'est là où la CENI a peut-être failli. Et quand vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez les positions, quand vous voyez les prises de position ou bien les déclarations de certains opposants, vous allez constater que la crise même a démarré avant le scrutin parce qu'ils dénoncent également la façon dont l'enroulement des électeurs a été fait. Et donc aujourd'hui, c'est également prouvé que le nombre d'électeurs dépasse en fait le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale. Ça veut dire que ce sont des irrégularités, quoi qu'on le dise, c'est des irrégularités graves, hein, même si la CENCO ne le dit pas comme tel. Je pense qu'on ne doit pas aseptiser nos propos, mais je pense que c'est des irrégularités graves et que si la recommandation formulée par la conférence épiscopale n'est pas prise en compte, on tend vers le chaos. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Eric, vous allez ajouter quelque chose? Le débat. Je pense que le débat se trouve au niveau de la prolongation
du scrutin dans certaines zones où il y a eu manque de matériel de vote et surtout de bulletins de vote. Au même moment, il y a des électeurs qui s'étaient alignés pour accomplir leur devoir civique, et c'est pour cette raison que la CENI, qui a cette prérogative de prolonger le scrutin, a tout simplement permis aux gens d'accomplir leur devoir civique. Là, maintenant, là où il y a un problème, c'est quand on a commencé par donner déjà des tendances au moment où les gens continuaient par voter. Fallait juste attendre jusqu'à la fin du processus de vote, et après on donne les résultats provisoires. En tout cas, c'est ce qui crée, je pense, le problème actuellement en République démocratique du Congo. On va du Congo revenir en Afrique de l'Ouest, direction le Burkina Faso, pour parler de ce rapprochement, ou bien, oui, de cette suite de rapprochement entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. La Fédération de Russie a relancé son ambassade au Burkina Faso ce jeudi, après 31 ans de suspension. C'était en 92 que les activités de l'ambassade de Russie au Burkina ont été suspendues. Une rencontre a eu lieu à la veille, c'est-à-dire mercredi, entre le ministre burkinabé des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire, qui est accrédité également au Burkina Faso. Le futur ambassadeur sera nommé par le chef du Kremlin pour représenter donc la Russie au Burkina Faso. On sait que les relations entre la Russie et le Burkina Faso se sont resserrées ces dernières années, surtout depuis la chute du président Roch-Marc Christian Kaboré et l'arrivée au pouvoir, d'abord, bon, pas essentiellement de Damiba, mais l'arrivée au pouvoir à la suite de Damiba, de Traoré, du capitaine Traoré, qui est au pouvoir depuis, disons, en fin 2022. Le Burkina se rapproche de plus en plus de la Russie, et voilà la preuve, l'ambassade va reprendre ses activités, ou reprend ses activités, Ashraf. Oui, l'ambassade de Russie à Ouagadougou reprend ses activités. Je crois que c'est l'aboutissement d'un rapprochement ou d'une coopération renforcée entre les deux pays. Il y a une volonté manifeste aujourd'hui de la Russie de renforcer ses liens avec les pays africains. Et au-delà de ça, insidieusement, je crois qu'il y a une volonté manifeste également de la Russie de profiter également du déclin de l'hégémonie occidentale sur le continent, quoi qu'on le dise. Parce qu'il y a quand même des précédents. Il y a aujourd'hui un contentieux diplomatique permanent entre la France, considérée comme une puissance coloniale, omniprésente depuis des années au Burkina Faso. Donc il y a aujourd'hui une volonté des autorités burkinabées de diversifier des partenariats et d'aller et donc du coup de signer des accords avec la Russie. Et donc je crois que le Burkina Faso est un État souverain qui peut diversifier des partenariats. On ne peut pas incriminer aujourd'hui le Burkina Faso de renforcer ses liens avec la Russie. Et donc je crois qu'ils ont, ces deux pays-là ont des projets à réaliser ensemble, que ce soit dans le domaine de la défense, dans le domaine agricole, dans le domaine industriel. Et disons en mi-octobre, ils avaient annoncé, disons, la construction des centrales nucléaires, vous vous rappelez, déjà au Burkina Faso. Donc il y a un projet d'électrification, même à l'échelle d'envergure nationale du Burkina Faso. Donc moi je crois que le Burkina Faso, du compte de vue de ses attributs souverains, a tout à fait le droit aujourd'hui de diversifier ses partenariats. Donc, je crois qu'il faut quand même aussi être vigilant par rapport à un certain nombre d'initiatives que nos États entreprennent. Parce que, au-delà de tout, je crois que la Russie n'est pas là pour nos beaux yeux. Je crois qu'ils ont également un agenda et ils veulent également profiter d'un certain nombre de choses. Donc, je crois que la coopération doit être égalitaire. Je crois que la coopération doit être égalitaire. Je me rappelle de l'interview du professeur Doucet qui disait que les Africains rêvent de l'Afrique comme pôle de pouvoir. Et donc, si l'Afrique véritablement veut être un pôle de pouvoir, nous devons avoir une coopération égalitaire avec ces États-là. Donc je crois que la Russie ne s'en cache plus. La Russie ne s'en cache plus. Aujourd'hui, le Burkina Faso fait partie de cette alliance des États du Sahel. Il y a un certain nombre également de projets qui sont élaborés par ces trois pays, et on constate également que ces trois pays-là ont un lien très étroit avec la Russie, que ce soit le Niger, que ce soit le Mali.
Et donc, je crois que c'est l'aboutissement, comme je l'ai dit, d'un renforcement de coopération entre les deux pays ces dernières années. Mais il faut aussi dire que ces coopérations-là également un soubassement historique. Vous vous rappelez, dans les années 60, en période de décolonisation, je crois que la Russie ou l'Union République soviétique dans le temps avait apporté également un soutien à ces pays-là qui voulaient sortir du joug colonial. Et donc je crois que la Russie, c'est vrai, il y a eu un temps de désertification, disons, de la présence russe sur le continent, mais je crois qu'ils sont en train de revenir ces dernières années. Mais je crois que c'est le résultat aussi de la fluctuation des résultats géopolitiques. Toutes les grandes puissances veulent profiter du déclin ou de la faiblesse des autres. Donc c'est pour cette raison qui sont là. Je crois que la Russie a fini par comprendre que tous les pays aujourd'hui qui sont dans un processus de développement qui constitue le tiers-monde aujourd'hui constituent un soutien considérable, que ce soit aux Nations Unies dans le domaine économique. Et vous savez très bien que la Russie est en guerre contre l'Ukraine et une guerre opposée avec disons le monde occidental, et qu'il faut également bénéficier des soutiens également sur le continent. Quand on voit la tendance également géopolitique des pays africains, on voit très bien qu'il y a un soutien massif des pays africains vis-à-vis de la Russie, ça il faut le dire clairement. Et donc, la Russie a tout de suite compris la pertinence de sa démarche vis-à-vis des pays africains. Donc, moi, je crois qu'il nous appartient d'être extrêmement vigilants, comme je l'ai dit. La Russie est une grande puissance. C'est vrai, on a des projets à réaliser ensemble, mais je crois qu'ils ont aussi un agenda qui ne vont pas nous révéler au grand jour. Donc, c'est à nous d'être vigilants pour profiter véritablement de cette coopération bilatérale à moyen terme, à court terme et à long terme. Merci beaucoup à vous, Ashraf Ourossama. Louis Kamako, la Russie ouvre son ambassade à Ouagadougou après 31 ans de fermeture. Oui, ce qu'il faut juste noter, c'est que les relations, ou bien la relation diplomatique entre la Russie et le Burkina Faso n'a rien de conflictuel, même si on remarque qu'il y a une absence en fait d'ambassade de Russie dans ce pays-là et vice-versa, parce que c'est justement parce que historiquement ou bien par essence, vous avez un pays comme la Russie qui n'aime pas empiéter sur le sol étranger, qui n'aime pas justement piétiner l'autre, parce que la Russie qui savait que la France justement était sur le sol burkinabé, qui essayait de damer les pions à tous les pays africains, ne voulait pas justement s'immiscer pour peut-être provoquer une guerre entre la France et la Russie. Dont le Burkina était considéré comme un précaré. Voilà, justement. Et parlant de la France. Je parle justement de la France. Maintenant qu'aujourd'hui, ces derniers jours, se développe un sentiment anti-français sur le sol africain, y compris justement le Burkina Faso, la Russie a trouvé que c'est le bon moment pour agir. Et donc, les signaux ont justement commencé avec le président Ibeka. Vous l'avez dit, la preuve, il était au sommet de Saint-Pétersbourg. Le président Ibrahim Traoré. Voilà, Ibrahim Traoré, autant pour moi, celui qui a déposé Damiba. Voilà. Donc, je pense que la preuve, il était au sommet en juillet à Saint-Pétersbourg, où il a eu le mérite de rencontrer Vladimir Poutine lui-même, qui lui a promis un certain nombre de choses, justement, y compris justement la ouverture de cette ambassade-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite, mais déjà en 2013, il faut également le souligner, l'ambassade de Ouagadougou a été réouverte en fait en Russie, l'ambassade qui a été fermée en 1996 a été réouverte en 2013. Et donc je pense que les choses n'étaient pas aussi conflictuelles comme je le disais. Donc les deux entretenaient de très bonnes relations. La preuve, les autorités, ou bien la preuve, la Russie formait les cadres burkinabés, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine entrepreneurial ou bien dans le domaine sécuritaire. Donc je pense que les relations existaient, sauf que les choses n'étaient pas aussi actives que ça. Donc je pense que le moment est venu pour les gens de rendre les choses officielles. Et en le rendant officiel, ils ont paraphé de nouveaux documents. Il y a un contrat qui est là. Il y a une convention de partenariat qui est là, qui sera un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'on a toujours souhaité pour ces deux pays-là. Et donc, je pense que quand vous avez aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui forment ce qu'on appelle Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui est peut-être une réponse conjoncturelle à leur, entre guillemets, exclusion de la CEDEAO. Et quand vous savez que le Mali s'est beaucoup appuyé sur la Russie pour justement conquérir ou bien pour justement
pour arriver justement à voir Kidal aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le Burkina Faso, qui aussi veut avoir la souveraineté nationale, qui cherche l'intégrité de son territoire et qui veut justement en finir avec ce qu'on appelle djihadisme ou terrorisme sur sol, n'aille pas justement vers la Russie. Donc je pense que le Burkina Faso est dans cette logique-là aujourd'hui. La France n'est plus la bienvenue au Burkina Faso. Il va justement trouver un pays de taille. Et comme on a l'habitude de le dire, le monde c'est un village planétaire. Aucun pays ne saurait vivre en autarcie. La Russie a juste compris qu'il fallait justement avoir un allié de taille. Et après la France, c'est la Russie. Donc je pense que la réouverture de cette ambassade-là va profiter aussi bien à la Russie qu'au Burkina Faso. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Rick Johnson, la Russie rouvre son ambassade à Ouagadougou, Burkina Faso, après 31 ans de fermeture. Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Russie ferme son ambassade au Burkina il y a 31 ans? Si nous interpellons un peu l'histoire, il faut se rappeler quand même que l'URSS qui a été disloqué, ce grand bloc qui a été disloqué en 1991, a été en réalité la cause de la fermeture de plusieurs ambassades russes en Afrique. Il faut dire que oui, l'URSS dans le temps a quand même aidé plusieurs pays africains qui étaient sous le joug colonial et qui voulaient aller à l'indépendance. Dans les années 60, je crois Ashraf l'a rappelé tout à l'heure. Et donc, tous ces pays-là ont eu des dirigeants qui ont frôlé un peu avec le marxisme-léninisme. Et donc, pour la plupart, ils sont devenus des communistes et ils voulaient instaurer le communisme dans leurs différents pays. Et malheureusement, ça n'a pas prospéré dans la majorité des pays parce qu'il y a quand même des forces occidentales qui étaient encore présentes et qui avaient des partisans qui étaient vraiment puissants dans ces différents pays. Pour le cas du Mali et du Burkina, il y a eu cette histoire où les Russes ont quitté rapidement la barque des Maliens et des Burkinabés au moment où effectivement ces pays-là avaient besoin d'un soutien d'une autre puissance que les puissances occidentales que nous connaissons comme la France, l'Angleterre, l'Italie, etc. Et donc pour beaucoup de dirigeants africains, il fallait tout simplement rompre avec l'URSS parce que le soutien attendu n'était pas effectif. Et donc, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est l'histoire qui se répète. L'histoire se répète parce que il y a ce sentiment anti-occidental qui est en train de renaître sur le continent. Et donc, il fallait trouver quelqu'un. Et c'est que les pays africains ont toujours besoin d'un soutien d'un pays développé, s'il faut le dire ainsi, pour pouvoir tenir. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe quand les pays africains comme le Niger, le Burkina, le Mali rompent leur coopération avec les pays occidentaux, il faut comprendre que le terrain est vide. Le terrain étant vide, il y a beaucoup de situations, beaucoup de crises dans ces pays-là, des crises économiques, des crises sociales. Dans ces pays-là, et même des crises politiques. Et surtout sécuritaires. Et surtout sécuritaires. Ça, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais je crois que ces pays africains-là ont besoin d'un autre soutien. Vous savez,
le Burkina est un petit pays et qui regorge beaucoup de minerais comme l'or surtout, mais cet or-là ne profite pas au Burkinabé en réalité, parce que il n'y a pas un comptoir d'or au Burkina. Ça veut dire que le minerai extrait au Burkina est exploité ailleurs et vendu ailleurs. Donc ça ne profite pas réellement au peuple burkinabé. Et donc, très tôt, avec ce sentiment anti-occidental qui naissait, les Burkinabés ont signé rapidement un protocole d'accord avec la Russie qui va finalement exploiter de l'or. C'est pour dire qu'en réalité, la Russie aussi ne vient pas au Burkina pour les beaux yeux d'un Traoré Ibrahim. Mais toute cette puissance-là recherche quelque chose en Afrique. La Russie est aujourd'hui dans une économie de guerre. Économie de guerre, besoin de beaucoup d'argent, besoin de beaucoup de minerais pour fabriquer des armes et des munitions, etc. Et donc, c'est un terrain favorable aujourd'hui pour la Russie aussi pour s'installer au Burkina. Et donc, si les autorités burkinabées actuelles donnent le flanc, alors il faut maintenant mettre en place toute la diplomatie qui s'impose pour que les choses puissent aller de façon ordinaire. Et je crois que l'ouverture d'une ambassade au Burkina par la Russie est de bonne guerre. Ça permet maintenant de faire les affaires, de jouer quand même cette coopération-là dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup à vous. Louis, quelque chose à ajouter sur cette relation quand vous parlez des intérêts de la Russie? Il faut savoir que quand on ouvre une ambassade comme celle-là, c'est surtout pour les intérêts du pays qui ouvre l'ambassade, mais aussi le pays qui accueille aussi a ses intérêts là-dedans. Évidemment. Oui, mais... Évidemment. Je pense que, regardez un peu ce qui s'est passé. La Russie a fermé son ambassade au Burkina en 92. Ouais. C'est-à-dire un an après la dislocation du bloc soviétique. Mais le Burkina a fermé la sienne en 97. Donc, 5 ans après. Et pourquoi? Parce que, en ce moment-là, il y avait beaucoup d'étudiants burkinabés qui étaient installés en Russie et il fallait quand même avoir une représentation diplomatique pour couvrir tous ces citoyens-là. Oui, Ashraf? Non, mais je peux dire tout simplement que mon aîné parle de sentiments anti-français et anti-occidentaux. Moi, je crois que les Africains ont compris les enjeux du monde contemporain et que personne ne veut se faire berner. Je ne crois pas que l'expression sentiment anti et entre guillemets est une bonne expression. Moi, je crois que nous tirons les conséquences, disons, d'un certain nombre de naïveté dont nous avons fait preuve pendant des décennies. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que la Russie ne doit pas être considérée comme une puissance coloniale de substitution, mais plutôt un État, un partenaire d'affaires qui respecte la souveraineté d'un État. Donc il appartient aux autorités burkinabées aujourd'hui de faire preuve d'extrême vigilance, parce qu'au-delà de tout, les accords que nous signons, c'est des contrats, c'est des conventions de partenariat. Et dans les conventions de partenariat entre des États, c'est des juristes qui se retrouvent et dans un rapport également conflictuel qui essaie d'insérer des dispositions. Si vous n'êtes pas extrêmement vigilant, je suis désolé, la coopération économique risque d'être égalitaire à votre détriment. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Burkina... Inégalitaire, autant pour moi, inégalitaire. Donc je crois que le Burkina Faso a compris, disons, les enjeux du monde contemporain. C'est pour cette raison qu'ils ont formé une coalition avec l'AES. Maintenant, tout dépend des projets à venir. La Russie
doit vraiment faire preuve de sincérité. Donc, je crois que par le passé, ils l'ont fait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, je vois un certain nombre aussi des récriminations qui sont formulées. Vous savez que la Russie n'est pas trop regardant sur les enjeux démocratiques. C'est-à-dire que vous avez les puissances occidentales qui subordonnent l'aide au développement, par exemple, aux avancées démocratiques. Alors que la Russie, tout comme la Chine, estime, pour eux, ce n'est pas vraiment ça l'essentiel. Ils estiment que le peuple est souverain et que s'ils doivent engager la responsabilité de leurs dirigeants, c'est à travers les élections. Voilà. Merci beaucoup. Doit-on quand même mettre de côté ce sentiment anti-occidental ou je cherche à comprendre tout ça. Non, je trouve que c'est le sentiment, je trouve que c'est infantilisant de parler de sentiment. Le sentiment c'est développé tout seul. Avant que la Russie ne vienne s'installer, il y a eu rupture de coopération avec les Occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment? Non, je ne dis pas, je ne parle pas de sentiment. Le terme pour qualifier cela, c'est en fait, c'est le terme qui fait problème. Non, pour moi, c'est une révocation unilatérale d'un certain nombre de contrats parce que nous estimons que ça ne nous profite pas. Non, quand vous voyez, je ne parle pas de sentiment, peut-être anti-politique, pour ne pas exagérer, mais ce qui est sur la France, c'est des personnes non grata sur le sol, en fait, dans certains pays africains. On a comme citoyen français ou comme politique française. La politique française, c'est ça qui est indécis. C'est pas la France en fait en général, mais la politique française. La preuve aujourd'hui, beaucoup de députés ou bien beaucoup de personnalités ou bien beaucoup de politiques ou bien des opposants à Macron sont en train de le critiquer. Ils critiquent en fait sa politique vis-à-vis du continent africain. Donc je pense que c'est pour ça que je dis que ça s'est développé tout seul. Aujourd'hui, on a vu quand vous parlez justement des contrats signés avec la France, des contrats signés à une époque coloniale où en réalité le colonisé n'avait pas droit à la parole. Aujourd'hui, tout est clair. On a après les indépendances aussi. La plupart, c'est juste après les indépendances. Voilà. Aujourd'hui, on a des élites qui ont fait les codes de l'administration. Ils savent gouverner la chose politique. Ils savent lier entre les lignes. C'est-à-dire qu'ils savent que si dans un contrat, il y a une virgule qui est mise quelque part, cette virgule a sa place. Et donc, aujourd'hui, on a des intelligences, on a l'intelligence qui est là, qui sait peser et sous-peser en fait toutes les termes de convention. Merci. Et donc c'est aussi également, pour finir peut-être là, c'est aussi une façon pour le Burkina Faso de franchir ou bien de se libérer comme les gens de s'affranchir tout simplement. De s'affranchir. Donc dans ce débat, le narratif voilà, c'est important. Merci. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.